Et avec nous, Sébastien Boussois. Bonsoir, merci d'être sur France Info. Vous êtes chercheur associé à l'Université libre de Belgique, spécialiste des questions de terrorisme. On l'a compris, on vient de l'entendre, hein, ce sont les forces de l'ordre, le symbole de l'État qui, une fois encore, ont été pris pour cible. Oui, on voit une comparaison claire et nette avec ce qui se passe de plus en plus en France. Et d'ailleurs, c'était un des objectifs et un des propos à l'époque. Je ne fais pas le lien avec Daesh, mais c'était un des propos de cibler les symboles de la République, nos symboles de valeurs, de liberté, de protection et de justice. Et je rappelle Magnanville en France, l'idée même de viser directement les forces de police est quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle touche aussi au plus profond de nous-mêmes. Nous savons très bien que ce sont eux qui nous protègent. C'est comme les personnes qui s'en prennent par exemple aux pompiers. C'est d'une violence extraordinaire. Et ce qui s'est passé ce matin, c'est que manifestement, clairement, l'objectif de ce Herman était de s'en prendre à deux policiers, en l'occurrence deux policières, et voilà, et d'utiliser la technique classique en ce moment, qui est celle malheureusement du couteau, pour ensuite s'emparer d'une arme beaucoup plus importante. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. C'est étonnant ou c'est logique ? Si la personne a agi de manière complètement seule en quittant la prison hier, en étant sous congé pénitentiaire hier et s'est réveillée ce matin en disant tiens, pourquoi pas, on ne sait pas. Il y a eu des histoires de règlement de compte hier soir. Il y a une autre personne apparemment qui est morte. On ne sait pas s'il y a un lien avec les deux. À partir du moment où on a parlé peut-être d'un contrôle de police, en fait, en réalité, non. Certaines personnes peuvent agir en leur propre nom. C'est aussi ce qu'on appelle les copycats, c'est-à-dire ceux qui imitent des processus classiques ou à la mode opératoires et qui peuvent effectivement commettre ça. Après, d'autres personnes ont entendu parmi les témoins les mots magiques, entre guillemets, si je puis dire. Je ne m'avancerai pas à ce stade-là là-dessus. On ne sait strictement rien du tout. Donc Daesh, pas Daesh. En tout cas, il y a un phénomène de mimétisme de ce qui se passe en ce moment. Il était en congé pénitentiaire, on en parlait tout à l'heure. C'est une formule qui existe, il y a un équivalent en France. C'est pour préparer sa réinsertion, puisqu'il est sorti hier de prison. Il avait montré des signes de radicalisation, il était fiché, comme il en existe des fichiers S en France. Alors c'est l'équivalent de la remise de peine pour bonne conduite. Il est sorti, sauf qu'en fin de journée, il devait se rendre dans ce futur centre d'insertion. On peut se poser la question de l'intérêt de s'engager dans un processus d'insertion à la sortie. À mon avis, c'est des choses qui peuvent être réfléchies beaucoup plus tôt. Je crois qu'il est aussi important de se poser cette question fondamentale de ces processus de radicalisation dans les prisons. Ils sont importants, ces processus de radicalisation, dans les prisons belges ? Ils sont dans les prisons françaises comme les prisons belges, ils sont essentiels. Parce que l'idéologie, si c'est l'idéologie de Daesh qui l'a inspiré, se font essentiellement aujourd'hui dans deux espaces spatio-temporels. Internet, dans sa chambre, la radicalisation dite numérique, et en prison, parce que c'est extrêmement facile, productif, rentable pour des prédicateurs qui ont commis le pire, voire envoyé des fois des dizaines, des centaines de jeunes directement à l'époque en Syrie, d'être au contact directement de plein de petits délinquants. Oui, de leur laver la tête, entre guillemets. Et oui, et rien n'est éponge. Et on a bien vu pendant très longtemps en France comme en Belgique qu'on a mélangé les deux genres. Et que comme l'idéologie est un virus et une bactérie qui contamine très rapidement, vous avez des petits délinquants qui en général ne sont pas forcément toujours des lumières, sans faire un raccourci trop simple, mais qui du coup peuvent très vite à un moment ou un autre se faire laver le cerveau pour du coup se réinventer une nouvelle mission et pour exister. Sébastien Boussois, il y aurait actuellement en Belgique 300 personnes emprisonnées dans des dossiers de terrorisme. C'est donc un enjeu crucial pour le pays, parce que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, ces personnes-là seront libres. Oui, il y a une vraie interrogation par rapport à ceux qui ont été emprisonnés en 2012, notamment, et surtout pour ceux qui étaient prédicateurs, vont sortir de prison en 2022. Et c'est la situation, malheureusement, le drame qu'on a vécu aujourd'hui pose cette même question, c'est attend-on qu'ils sortent ? Vous entendez dans les discours politiques populistes certaines positions qui ont tendance à vouloir prolonger. Je rappelle qu'on est quand même encore en démocratie, donc il faut évidemment être condamné pour un fait, qu'une fois qu'on a purgé sa peine, on peut sortir. La vraie question est, est-ce que quand on sort, on est désengagé ou déradicalisé?
Ça, évidemment, à ce stade-là, même si on est tous engagés dans des formations, dans des programmes où on suit des jeunes, je travaille avec beaucoup d'associations qui vont dans les prisons, qui vont dans ce qu'on appelle en Belgique les IPPJ, ces centres pour mineurs, et qui essayent de prévenir du pire, ou pour certains délinquants, d'essayer de les faire diverger de cette voie qui, à un moment, pourrait les séduire et aller de manière radicale. Donc oui, il y a des centaines de jeunes, comme il y en a en France, et pour lesquels aujourd'hui on a une vraie difficulté de savoir quoi faire, parce qu'on a un problème de moyens sur la prévention et qu'on doit faire des suivis personnalisés au cas par cas. Donc l'important, c'est de juger le niveau de menace de ces personnes qui s'apprêtent à être de nouveau libres. L'important, c'est de faire un suivi et de ne pas les laisser mariner en prison. Je crois que quand on sort, à un moment, on a une sorte de violence qu'on a envie d'exploser à la terre et au visage entier. C'est ce qu'on appelle en ce moment le terrorisme antisociétal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'idéologie bien profonde sur ce qui se passe, mais il y a une volonté de revanche claire et nette sur ce qui a été fait, sur la manière dont on a peut-être aussi été traité en prison, qui sont quand même quelque part une part de honte de notre démocratie, parce qu'elles doivent être la priorité. Il y a des pays dans le nord de l'Europe qui sortent les prisonniers. Je crois que c'est important de réenraciner les gens dans les valeurs civiques, dans les valeurs universelles, dans les valeurs de la République ou du Royaume. Mais c'est aussi extrêmement important de les faire sentir ce qu'est ce vouloir vivre ensemble dont on parle. Et certains n'ont jamais eu l'occasion, sortis de leur quartier ou d'ailleurs, de passer par ce rite de passage, du passage à l'âge adulte, qui est de donner aussi à son pays ce que son propre pays lui a aussi donné. Merci Sébastien Boussois. On vous retrouve dans quelques minutes. Le temps de commenter cette image qui est diffusée en direct. Ce sont les lieux du drame de l'attaque ce matin. Le travail de la police scientifique est terminé. Vous le voyez, le nettoyage de la rue et des trottoirs a commencé. Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé tout à l'heure. Le chef de l'État a tenu à exprimer la solidarité de la France à l'égard de la Belgique. Je souhaitais commencer cette conférence de presse en exprimant la solidarité du peuple français à l'égard du peuple belge. Nous avons, pendant notre réunion, appris ce qui s'était passé ce matin en Belgique et la terrible attaque qui, semble-t-il, serait qualifiée de terroriste maintenant par le parquet. Il est sans doute trop tôt pour s'exprimer, mais je voulais ici adresser toutes les condoléances et la solidarité du peuple français à l'égard de nos voisins belges. Voilà, Emmanuel Macron qui a donc exprimé la solidarité de la France à l'égard de la Belgique. Mais Daïk Audouy, les réactions ont été nombreuses aujourd'hui à l'image de l'ancien président de la République. Oui, comme à chaque fois, il y a ceux qui expriment leur solidarité, ceux qui ont une arrière-pensée politique, avec toujours la difficulté quel mot employer pour qualifier les actes. Et on commence avec François Hollande qui tweet ceci: solidarité avec nos amis belges après la terrible attaque à Liège. Mes pensées accompagnent les familles des victimes. Également une réaction de Martine Aubry. Pourquoi Martine Aubry ? Parce que Lille, dont elle est maire, est jumelée avec Liège et elle exprime son émotion. Et avec tous les Lillois, je suis de tout cœur avec nos amis liégeois dans cette épreuve qui les frappe douloureusement. Également, réaction d'Anne Hidalgo qui, comme à chaque fois, exprime sa solidarité avec les métropoles touchées par le terrorisme. Au nom de Paris et des Parisiens, je tiens à assurer Willy de Meyer, c'est le nom du bourgmestre, du maire de Liège, la famille, les victimes, les membres, etc. Ainsi que tous les Liégeois de notre solidarité absolue. Nous sommes unis, un hashtag qui est répété à chaque événement terroriste. Et puis il y a ceux... Oui, il y a des réactions plus politiques et plus polémiques. Absolument. Par exemple, Lydia Guirous, qui est l'une des porte-paroles du Parti Les Républicains. Elle, dans les mots, elle est moins prudente. Elle parle de l'islamisme radical qui frappe encore en s'en prenant aux forces de l'ordre. Solidarité avec la Belgique. Les islamistes nous défient en attaquant ceux qui nous protègent. Nous devons être déterminés à les éradiquer. Et puis, il y a le Front National, tous les responsables. Marine Le Pen, elle n'a pas tweeté, ou il y a un tweet là, le plus récent. On va voir si c'est un tweet justement. Et voilà, exactement, elle vient de tweeter il y a 5 minutes. Solidarité avec les Belges, victimes d'un attentat islamiste. Le profil de ce radicalisé est comparable à une quarantaine d'individus qui sortiront des prisons françaises en 2008 et en 2019, selon le procureur Molins. Nous allons au-devant d'un danger majeur. Signé MLP, ça veut dire que c'est elle qui a tweeté et pas son community manager. Merci Daïk. La Belgique qui malheureusement n'en est pas à son premier attentat. Chaque année, depuis 4 ans, la Belgique a été la cible du terrorisme. On se souvient notamment de l'attentat le plus meurtrier, la terrible double attaque du 22 mars 2016. Marion, merci. La dernière attaque terroriste sur le sol belge remonte à l'été 2017. 2 soldats patrouillent sur un boulevard du centre-ville de Bruxelles.
Un homme se jette sur eux, armé d'un couteau. Les militaires ripostent et l'abattent. Ils ne sont que légèrement blessés. L'homme a crié à 2 reprises « Allah Akbar ». 2016 fut une année particulièrement meurtrière, avec l'agression à la machette de 2 policières devant l'hôtel de police de Charleroi, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Mais surtout, le double attentat de Bruxelles le 22 mars. Ce matin-là, à 8 h, 2 détonations retentissent dans le hall de l'aéroport. 2 kamikazes se sont fait exploser à 2 pas des comptoirs d'enregistrement. Des passagers fuient en courant l'aérogare, d'où s'élève un panache de fumée. Le plafond du hall départ s'est effondré. Moins d'1 heure plus tard, une autre cellule terroriste vise le métro. Au cœur du quartier européen, les corps s'alignent sur les trottoirs. Scène de panique, des passagers ont dû évacuer par les couloirs sombres et enfumés. Il y a ce jour-là 32 morts et 340 blessés. L'attaque est elle aussi revendiquée par Daesh. 1 an auparavant, c'est aussi du territoire belge qu'a commencé l'attaque du Thalys. Août 2015, un Marocain monte à bord en gare de Bruxelles. Armé d'une Kalachnikov, Ayoub El Kazani ouvre le feu et blesse 2 passagers avant d'être maîtrisé par des militaires américains. El Kazani avait combattu en Syrie et connaissait Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats de Paris. La filière belge compte aussi dans ses rangs Mehdi Nemmouche. Lui avait visé en mai 2014 le musée juif de Bruxelles. Ouvrant le feu dans le hall d'entrée, Nemmouche avait ôté la vie à 4 personnes. Malgré ces attaques chaque année depuis 4 ans, la Belgique avait revu à la baisse son niveau de menace terroriste, la faisant passer de 3 à 2. Sébastien Boussois, un mot sur ce niveau d'alerte qui est passé de 3 à 2. C'est important ou pas ? À ce stade-là, je ne pense pas que ça soit plus important que ça. Ça n'aurait pas empêché ce type d'attentat d'être réalisé. Je crois qu'il faut aujourd'hui, évidemment, maintenir un niveau de sécurité ou en tout cas de présence militaire. Mais le problème, c'est que les présences militaires comme la police représentent aussi des cibles. Et c'est toute la difficulté de tous ces effectifs qui, depuis des mois, voire maintenant presque 2 ans, sont dans les rues de Belgique, à Bruxelles, à Liège et ailleurs, et qui manifestent aussi une certaine lassitude et une certaine fatigue de tourner et tourner, de faire des maraudes, et où finalement il y a peut-être aussi des fois des problèmes difficiles de réactivité. Mais peut-être aussi faut-il mieux les équiper, que ces agents portent des gilets pare-balles par exemple. Ça c'est effectivement une règle tout à fait qui paraît intéressante. La question est, est-ce qu'on transforme la police en une police type Robocop ? Est-ce qu'on ne met pas tout simplement un peu plus de police de proximité ? C'est le vrai grand débat et la vraie problématique qu'on a sur la France et sur la Belgique. On a vidé les effectifs et je crois que la radicalisation, là, on élargit, mais la radicalisation va se nicher dans les zones d'incertitude, dans les quartiers, dans certaines mosquées, par exemple, dans des espaces où, finalement, il y a beaucoup de contrôle, mais il n'y en a pas tant que ça. Si on retisse du lien au plus profond d'un quartier, ou si on met du personnel dédié à ça, éducatif, pédagogique, médical, pour certaines situations beaucoup plus à même, on doit faire au cas par cas gérer ces situations. Mais là, ce qui est effrayant, c'est qu'il a pu rentrer dans le lycée où se trouvait bon nombre d'élèves. Est-ce que ce niveau d'alerte aurait pu empêcher ça, un niveau d'alerte plus élevé ? Je ne sais pas s'il y a des systèmes de sécurité devant l'ensemble des établissements. Il est clair qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus de dégâts que ça. Je crois qu'il a été dans une fuite en avant, qu'il s'est réfugié, qu'il a été dans une logique d'essayer aussi ensuite de cibler le plus grand nombre. Il a pris en otage cette dame. Il est évident que l'école est aussi un symbole. Je ne sais pas comment ça se passe en général en France, si maintenant il y a des systèmes de sécurité. A priori, il devrait y avoir des gardiens devant chaque établissement. Non, mais ce n'est pas le cas, c'est tout simplement pas possible. Comment on fait ? Pour revenir au reportage qu'on vient de diffuser sur les précédents attentats en Belgique, Sébastien Boussois, on a longtemps dit que la Belgique était une terre d'accueil, une base arrière du terrorisme en Europe. C'est toujours le cas, ça ? Alors déjà, je contesterai cet argument pour être français, mais pour vivre également en Belgique. Je crois qu'il faut séparer les choses. Il y a le schéma classique de petit État qui s'en remettent souvent en termes de sécurité aux plus grands, pour des histoires de moyens et de budget, tout simplement. La Suisse, par rapport à d'autres, fait confiance davantage à ses voisins en termes de sécurité extérieure. C'est la même chose avec la Belgique, qui a profité du développement et du travail extraordinaire des renseignements depuis les attentats à Toulouse en 2012-2013 pour renforcer son renseignement et son information
d'information. La Belgique, du coup, parce que c'est un système politique compliqué, avec 3 gouvernements, parce que c'est un système fédéral où il y a des problèmes par moment de décision. Quand on voit l'aéroport de Bruxelles, par exemple, il est régi par 3 niveaux de décision, fédérale, régionale, et qui rendent les choses extrêmement compliquées pour assurer une sécurité sans faille. Oui, beaucoup de personnes sont passées par la Belgique, que ce soit les assassins de Massoud et d'autres. Oui, effectivement, par rapport à la France, c'était peut-être plus simple dans un petit pays d'aller se réfugier. Je crois que la vraie question, elle est liée à la France, à la Belgique. Il y a une spécificité qui est liée clairement à des décennies liées à la question de l'immigration. Il y a beaucoup de musulmans. Daesh sait très bien qu'il peut jouer sur ce terreau communautaire pour provoquer à terme ce qu'il espère, c'est-à-dire des formes de guerre civile. Or, il y avait une intégration qui s'est réalisée pour la plupart de ces personnes qui ont été intégrées. Puis il y a eu des couches de paupérisation, des couches de personnes qui malheureusement n'ont pas profité de ce système, se sont retrouvées rapidement au chômage ou quoi aux caisses et qui, à un moment ou à un autre, ont basculé dans l'économie de la débrouille. Et ces délinquants, vous les trouvez aussi bien en France qu'en Belgique. Et puis voilà. Sébastien Boussois, est-ce que, comme en France, on note en Belgique des retours de djihadistes ou des tentatives de retour de personnes qui ont combattu en zone irako-syrienne? À séparer complètement du sujet qui est le nôtre. La personne d'aujourd'hui était belge, de Rochefort, d'un village cossu, etc., qui n'a rien à voir avec un quartier ou qui aurait pu être en lien avec ce que Mme Marine Le Pen a voulu dire cet après-midi, la question éternelle qui l'obsède des étrangers. On est vraiment dans quelque chose d'autre. Sur la question des FTF, les Foreign Terrorist Fighters, c'est un vrai problème, bien sûr, qui inquiète la France, la Belgique, qui les inquiétait, qui inquiétait la Tunisie et le Maroc. On est dans une interrogation commune. Il y en a beaucoup, un certain nombre qui sont morts. Quelques-uns sont rentrés, ont été directement par la case prison. On estime qu'un dixième est passé à travers les mailles du filet, c'est déjà effectivement beaucoup. Et d'autres se sont plutôt aujourd'hui, puisqu'ils sont dans cette logique d'aller jusqu'au bout de leur mission, se sont déportés sur d'autres terrains de djihad, des terrains originels, l'Algérie, l'Afghanistan, ou des terrains, à mon avis, d'avenir, entre guillemets, que ce soit la Bosnie-Herzégovine, que ce soit malheureusement des terres instables et des pays instables comme le Mali, etc. Et donc je crois qu'il y a une sorte de ce que j'ai appelé un Big Bang djihadiste, c'est-à-dire il y a une phase d'attraction, on est dans cette phase de dispersion de l'idéologie et qui, malheureusement, peut être assez inquiétante pour la suite. Merci Sébastien Boussois pour votre expertise.